Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po et vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Alors, la présentation du projet d'Emmanuel Macron ne devrait pas intervenir avant la fin de la semaine prochaine. En revanche, il y a quelques propositions, et pas des moindres, qui sont distillées au fur et à mesure, notamment cette fameuse réforme des retraites, avec un report de l'âge légal de 62 à 65 ans. Est-ce qu'on peut envisager une telle réforme et plus largement envisager une campagne sans débattre de telles propositions ? En fait, c'est un peu ce qui va se passer de toute façon avant l'élection. Et il faut bien avoir à l'esprit que cette élection présidentielle sera de toute façon à nul autre pareil. C'est la 11e, mais c'est celle qui va ressembler le moins à la série des élections présidentielles, même si cette élection a eu tendance à se dérégler dans les années qui se sont succédées. Ce n'est pas une réforme qui peut se faire sans débat, mais je dirais aussi, et peut-être plus fondamentalement, que c'est une réforme qui peut avoir lieu si, après la présidentielle, il y a une recomposition politique. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal à avancer quand on veut faire des réformes, c'est au fond la manière dont c'est cristallisé, rigidifié, ossifié même d'ailleurs, l'espace politique français. Et cette recomposition, à quoi pourrait-elle ressembler ? Là, on voit aujourd'hui l'effondrement de la gauche est spectaculaire. La droite de gouvernement n'est pas au mieux. Peut-être va-t-elle se redresser, mais elle n'est vraiment pas au mieux. Si on en juge le débat d'hier, c'était pas... Non. En tout cas, c'est frappant de voir que 5 ans après 2017, le total de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement se trouve en dessous du tiers des suffrages potentiels. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une sorte de réorganisation de la politique française autour d'une force centrale réformiste, et puis sur les marges des mouvements populistes. Donc là, il y a peut-être de quoi, là, je dirais, donner du contenu à une force centrale qui, par exemple, sur la réforme des retraites, se mettrait d'accord. Parce que là, les yeux sont rivés sur ce qui se passe en Ukraine, évidemment. Tout le monde est obnubilé par ça. On parlera tout à l'heure du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a lieu à Versailles. Mais du coup, est-ce que les Français ne risquent pas de se réveiller, disons, après l'été, ou au moment de l'été, si la réforme était votée cet été ? Tiens, oui, en fait, il y avait une réforme des retraites et on l'avait un peu oublié. Est-ce que ça ne risque pas de générer des mouvements de contestation ? Bref, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un retour des gilets jaunes lié à cette absence de débat ? Bien sûr, c'est le grand sujet. Parce que l'élection, elle va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va avoir un titulaire de la charge qui sera désigné, le sortant ou un autre. Mais l'élection n'aura pas eu lieu non plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de débat. Donc la question va être celle de la légitimité rétrospectivement jugée, puisque sur le passage, je crois que la crise ukrainienne, au fond, valide en quelque sorte cette modalité. Donc lundi, Emmanuel Macron a dit « Je ne vois pas pourquoi je ferais de débat télévisé, mes prédécesseurs ne l'ont pas fait ». En revanche, c'est ce qu'il doit débattre de manière bilatérale avec certains de ses challengers. Alors l'argument « mes prédécesseurs ne l'ont pas fait » est un argument que l'on peut contester parce que les prédécesseurs n'ont jamais eu à mener une campagne dans une double crise, une crise sanitaire qui a quand même beaucoup inhibé le débat et puis une crise internationale considérable. Donc on pourrait prendre appui au contraire sur cette exceptionnalité pour dire cette fois-ci il faut bien discuter pour qu'il y ait un minimum de campagne. Ça me paraît quand même être un argument pas recevable de se référer à la tradition. Si Comme à chaque élection, des jeunes électeurs vont voter pour la première fois. Quelle incidence ça a, ce contexte, cette campagne empêchée sur les jeunes électeurs, sur le vote des jeunes ? D'abord, on n'en sait rien, parce que ça va. Non, mais vraiment, ça c'est compliqué, on ne sait pas du tout. Les éléments les plus préoccupants, c'est que c'est pas une campagne qui, par son contenu, par les propositions qui sont faites, par les débats, peut mobiliser beaucoup les électeurs. Donc la démobilisation, elle sera encore plus grande, et probablement plus grande chez ceux qui ont tendance à ne pas voter, donc les jeunes. Le thème des nouvelles générations n'est pas véritablement au centre de la campagne, on l'a remarqué. Et puis, d'une certaine manière, cette espèce d'absence de choix qui plane dans la campagne, qui pose problème. Hein. Cette idée que, moi ça me paraît tout à fait significatif, cette idée que non seulement on s'apprête à avoir un second tour sans choix véritable, qui est quand même la répétition de 2017, mais en plus au premier tour, il y a une sorte d'asymétrie totale entre, en gros, le président sortant et puis les autres candidats qui sont soit en quelque sorte inéligible du point de vue de la recevabilité par les Français en cas de second tour, soit même pas présent au second tour. Donc ce ne sont pas des éléments qui sont de nature à mobiliser
un jeune électorat. Maintenant, petit codicile à ça, il est possible que la crise dans laquelle nous sommes, avec cette dimension de gravité, de tragédie même, en raison de la crise ukrainienne, amène les nouvelles générations à se politiser, à entrer en politique. C'est peut-être le début du cycle qui fait que l'on s'intéresse, que l'on participe à une élection. Vous parliez des candidats de gauche tout à l'heure, il y en a un qui croit dur comme fer en ses chances, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui remonte un petit peu dans les sondages, ce qui n'est pas le cas de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour. C'est une hypothèse qui est envisageable, Jean-Luc Mélenchon, au second tour? Alors, moi, je suis un peu partagé sur tout ça, parce que d'abord, les sondages, vous avez remarqué, sur cette fois-ci, c'est tout à fait nouveau, me semble-t-il, il y a des variations énormes sur les candidats. Non, mais il y a une tendance à Mélenchon qui remonte. Moi, je trouve, vous le voyez, il est à 10, il est à 11, parfois à 12. Bon, il est quand même très très loin du second tour. Ça me paraît un peu excessif. Maintenant, qu'il puisse progresser un peu, oui. La gauche est absente en dehors de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il agrège une partie du vote de gauche qui voudrait ne pas être humilié par cette présidentielle. Mais une grosse partie du vote socialiste est fixée sur Emmanuel Macron. Et je ne vois pas trop Enfin, peut-être d'ailleurs l'annonce d'une réforme de la retraite et du passage à 65 ans sera de nature à donner quelques points supplémentaires à Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas exclure sa présence au second tour puisque le seuil de qualification est très très bas. Mais de là à imaginer un mouvement, une puissance ou quelque chose qui fait qu'il aurait la possibilité de réitérer 2017, voire de peser au second tour de manière menaçante, me paraît artificiel. Alors il y a un autre thème qui est présent de facto dans la campagne électorale, c'est le projet européen. J'en parlais tout à l'heure, il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement pour parler notamment, enfin principalement, de la guerre en Ukraine. L'Europe s'est montrée plutôt unie, plutôt intransigeante dans le ton face à la Russie depuis l'invasion, l'offensive russe en Ukraine. Néanmoins, on voit bien, avant même le début de ce sommet, on se doutait de ce qui en sortirait. Une lettre d'intention forte, on est prêt à durcir des sanctions, mais on voit mal les choses évoluer sur une Europe de la défense, sur un endettement commun pour financer cette Europe de la défense. Et il y aura une lettre d'intention sur, les Ukrainiens font partie de l'Europe, mais sur l'adhésion de l'Union européenne, ce qu'attend le président Zelensky, ça n'en prend pas du tout la tournure. Donc, comment voyez-vous cette Europe ? En fait, il y a un moment pivot par la force des choses. Ce qui est compliqué pour les Européens, c'est d'assumer leur propre incurie sur le quart de siècle précédent, c'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement européens ont été dévorés par une vision irénique de l'histoire, où tout n'est que commerce et communication. Donc personne n'était prêt. Non pas qu'il n'y ait pas de signes appelant à se préparer, mais ces signes n'ont pas été entendus. Le patron de la Bundeswehr l'a dit de manière très, très claire. Et ainsi de suite pour chacun des pays. La plupart des pays européens ont désarmé, n'ont pas suivi d'efforts technologiques, etc. Enfin, donc là, on est complètement désemparés en réalité, et nous sommes dans l'incapacité de faire plus que cela, parce que ça va prendre du temps si on pivote, même sur le Green Deal. Moi, je suis frappé de voir cette invraisemblable politique agricole commune qui a pour objectif le bio, qui a pour objectif la réduction de la productivité dans un monde qui se peuple de plus en plus, indépendamment de la crise ukrainienne. Nous avons besoin de produire beaucoup plus et pas moins pour nourrir la planète. Eh bien, on a fait des dépenses considérables dans des directions un peu énigmatiques. Et donc, pivoter tout d'un coup me paraît impossible. J'espère que c'est le point de départ d'une nouvelle ère. Ça prendra du temps, c'est certain. Et ça ne correspond pas en termes de durée à la décision urgente qu'attend Zelensky, que nous sommes, moi je crois, incapables de fournir, même si nous le voulions, parce qu'il y a trop d'inertie et qu'il va falloir mobiliser beaucoup de moyens sur beaucoup d'années pour essayer de redevenir crédible. Alors l'un et l'autre, jusqu'ici, s'étaient entretenus isolément avec Vladimir Poutine. Hier, il y a eu un coup de fil commun entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, au président russe. Comment voyez-vous l'évolution du ticket franco-allemand ? L'Allemagne, qui est en train de renoncer à son pacifisme historique, qui va augmenter son budget militaire. Qu'est-ce qui peut sortir de tout ça ? Déjà, ça, c'est quand même historique. De la même façon, on le sait, ça a été beaucoup commenté à juste titre que les écologistes allemands, qui sont beaucoup plus raisonnables et responsables, approuvent aussi cette évolution.
Maintenant, là aussi, moi, je n'ai jamais partagé l'admiration pour Angela Merkel, qui a été largement promue. Elle a fait une erreur que je considère même comme une faute en ce qui concerne le nucléaire. Même chose pour l'engagement de Gerhard Schröder. Qui empêche l'Europe aujourd'hui. Qui empêche l'Europe. Et ce ne sont pas... chacun comprend que ce ne sont pas des décisions qui se corrigent en 24 heures. Ça n'a pas de sens. Donc le résultat, on le sait, c'est que les Allemands, ne voulant décidément pas sortir de la sortie du nucléaire, vont aller vers le charbon. Voilà, donc tout est un peu bouleversé. Je ne vois pas les Allemands disposer de leur pleine liberté sur le plan énergétique. Ils l'ont voulu, c'est malheureux, mais nous en sommes tous un peu maintenant les prisonniers. Les prisonniers, exactement. Et sur le plan militaire, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il faudra qu'on arrive à construire ensemble quelque chose. C'est pas sûr que ce soit l'idée pure à laquelle certains pouvaient aspirer, d'une véritable Europe de la défense, avec un armement européen ou franco-allemand. Enfin, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que cela. Il y a quand même cette idée que les Américains sont de plus grande confiance, ou qu'il est préférable de leur acheter des armes. Il faudrait quand même qu'il y ait une industrie de l'armement européenne, sans quoi nous retombons dans ces problèmes d'absence de souveraineté. C'est frappant quand même de voir que dans ce monde du XXIe siècle, les Européens sont ceux qui se sont le moins intéressés à la souveraineté et à ses fondements. Et à part, au fond, le président Macron, qui a défendu ce concept dès septembre 2017 autour de la souveraineté européenne, on s'aperçoit que ni dans le militaire, ni dans l'énergétique, ni dans l'alimentaire désormais, même dans le monde numérique, enfin, nous n'avons aucun élément de souveraineté. C'est absolument intenable. Ça n'est pas soutenable. Sur le plan budgétaire, pour certains pays, oui, pour d'autres, non. La France, non, par exemple. Donc ça n'est pas soutenable. Il est absolument essentiel que les Européens s'attachent à retrouver leur souveraineté nationale pour faire en commun une espèce de puissance européenne, ou bien une souveraineté européenne, mais qui sera quand même plus longue à construire. Merci Dominique Régnier. Avec plaisir.